Pendant que ma belle-mère aidait la maîtresse de mon mari à choisir des chaussures à mes frais, j'annulais la carte noire qu'elle vénérait, et elle n'avait aucune idée que le pantouse, les voitures, et tout son style de vie était sur le point de disparaître d'un seul coup. Je m'appelle Charlie Mitchell, et si vous regardiez la scène qui se déroulait dans ma salle à manger, vous supposeriez que je suis la femme la plus chanceuse du Texas. Les baies vitrées de notre pantouse encadraient parfaitement l'horizon de Dallas, les lumières de la ville scintillant comme une boîte à bijoux renversée sur la nuit de velours. À l'intérieur, l'air était rafraîchi à une température vive de 20 degrés Celsius, sentant les bougies coûteuses à la cire d'abeille et l'arôme riche et savoureux du ragoût de bœuf que j'avais passé 4 heures à mijoter. C'était une recette de la famille Bishop transmise de génération en génération par les ancêtres de Ryan, un mélange soi-disant secret d'herbe et de vin rouge que seule une véritable matriarche pouvait maîtriser. J'avais suivi les instructions avec la précision que je réservais habituellement aux algorithmes, m'assurant que la viande était assez tendre pour s'effilocher au moindre contact d'une fourchette. C'est certainement copieux, dit Hélène Bishop, brisant le lourd silence. Elle piqua une carotte avec la pointe de sa fourchette en argent comme si elle inspectait un spécimen biologique. Très rustique, Charlotte. Ça me rappelle ce petit restaurant de bord de route où le père de Ryan m'entraînait quand nous venions de nous marier, avant qu'il ne fasse son premier million. Pittoresque, très classe ouvrière. Je serrai plus fort ma serviette sous la table, mais gardai une expression lisse. J'ai suivi la recette que vous m'avez donnée, Hélène, jusqu'à la dernière cuillère à café de thym. Oh, je suis sûr que tu l'as fait, ma chère, répondit-elle, m'offrant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'était un sourire fait de facettes en porcelaine et de malice. Mais certaines choses requièrent juste un certain doigté, un certain héritage. On peut donner un pinceau à un peintre, mais cela n'en fait pas un maître. Mais ne t'inquiète pas, Ryan aime la nourriture simple, n'est-ce pas, chérie? Ryan ne leva pas les yeux. Il était penché sur son téléphone, la lumière bleue illuminant son visage, ses pouces défilant sans cesse. Il était physiquement présent, occupant le bout de la longue table en acajou, mais mentalement, il était à des kilomètres. Ryan, dis-je, ma voix douce. C'est bon, maman. Super. Merci, Charlie, marmonna-t-il, enfournant une cuillerée de ragoût dans sa bouche sans la goûter. Il tapa un message rapide, ses yeux se posant sur l'écran avant de poser le téléphone face contre table, bien que sa main restât à proximité, protectrice. Tu vois, rayonna Hélène, se tournant de nouveau vers moi. Il est si facile à satisfaire. C'est mon garçon, toujours si reconnaissant, même pour les choses simples. Elle prit une gorgée du cabernet millésimé que j'avais décanté 1 heure plus tôt, ses bracelets en or cliquetant contre la verrerie en cristal, le son me crispant les nerfs comme des ongles crissants sur un tableau noir. En parlant de gratitude, continua Hélène, posant le verre, je dois dire que le service chez Neyman S aujourd'hui était abyssal. J'ai dû attendre 10 minutes pour qu'un vendeur m'apporte l'écharpe en édition limitée que je voulais. On pourrait penser que lorsqu'il voit une carte noire, il bougerait un peu plus vite, mais je suppose qu'il est difficile de trouver de bons employés de nos jours. Elle sortit la carte de crédit noire et élégante de son sac à main et la posa sur la table à côté de son assiette, la tapotant affectueusement. Dieu merci, ma cote de crédit est impeccable, se vanta-t-elle, regardant Ryan, qui vérifiait de nouveau ses notifications. Et merci, Ryan, de veiller à ce que ta mère soit prise en charge. C'est agréable de savoir qu'au moins un homme dans cette famille comprend la valeur de l'héritage. Cette carte est la seule chose qui nous sépare des sauvages, je dis toujours. Je pris une lente gorgée d'eau pour faire passer l'amertume qui montait dans ma gorge. Hélène Bishop croyait que le pantouse où nous étions assis, la Mercedes dans le garage et la carte noire qu'elle vénérait comme une relique religieuse étaient tous des produits de l'héritage Bishop. Elle croyait que son fils était un titan de l'industrie, un consultant à succès maintenant le nom de la famille en haute estime. Elle ne connaissait pas la vérité. Elle ne savait pas que l'acte de propriété de ce pantouse portait mon nom. Elle ne savait pas que le prêt pour la Mercedes était sous mon numéro de sécurité sociale. Et elle ne savait certainement pas que la cote de crédit impeccable dont elle se vantait était en fait la mienne. Cette carte noire était une carte supplémentaire émise sur mon compte principal. Aux yeux du monde et de cette famille, j'étais Charlie Bishop, l'épouse discrète avec un vague emploi à distance qui avait eu la chance d'épouser une famille aussi prestigieuse. Mais dans le quartier financier, derrière les portes closes des salles de serveurs sécurisées et des conseils d'administration, j'étais Charlie Mitchell, la fondatrice silencieuse de Novalink Capital. Ma société de fintech traitait des millions de transactions par jour.
J'ai construit les algorithmes qui optimisaient le trading à haute fréquence pour des banques qui n'auraient même pas jeté un second regard sur le CV de Ryan. J'avais gardé mon travail séparé, en partie par souci de confidentialité et en partie parce qu'au début de notre mariage, Ryan s'était senti émasculé par mon succès. Alors, je l'ai laissé jouer au grand homme. Je l'ai laissé mettre son nom sur la boîte aux lettres. J'ai laissé Hélène croire que son fils était le soutien de famille. De rien, maman, dit Ryan distraitement, mettant enfin son téléphone dans sa poche. Ne fais pas trop de folie ce mois-ci, d'accord? Les liquidités sont un peu justes. N'importe quoi, dit Hélène en agitant la main d'un air dédaigneux. Tu es un bishop. Nous ne nous soucions pas des liquidités. C'est pour les gens qui découpent des coupons. Elle tourna son regard vers moi, ses yeux se plissant légèrement. Charlotte, en parlant d'aide, assure-toi d'emmener mon châle en cachemire au pressing demain, celui avec la doublure en soie. Et sois prudente. La dernière fois, la fille à qui tu l'as envoyé a presque écrasé les fibres. J'en ai besoin pour le gala de samedi. Elle n'a pas demandé, elle a ordonné. C'était le ton qu'on utilise avec une domestique ou un enfant désobéissant. J'ai une conférence téléphonique à 9h du matin, Hélène, dis-je, gardant ma voix stable. Peut-être que Ryan peut le déposer en allant au bureau. Ryan leva les yeux, surpris, comme si je lui avais suggéré de s'envoler pour la lune. Oh, allez, Charlie, dit-il, avec une pointe d'irritation dans la voix. J'ai une journée chargée, de grosses réunions. Tu ne peux pas simplement déplacer ton appel? C'est juste un truc sur Zoom, non? C'est une réunion du conseil d'administration, dis-je, bien que je sache que la distinction ne signifiait rien pour lui. Eh bien, tu peux sûrement prendre du temps pour la famille, intervint Hélène, s'essuyant délicatement la bouche. Ce n'est qu'une course à faire, Charlotte, ne sois pas difficile. Le travail principal d'une épouse est de s'assurer que la vie de son mari se déroule sans accroc, et cela inclut de prendre soin de sa mère. Je l'ai certainement fait pour le père de Ryan, et je ne me suis jamais plainte d'avoir des appels. Elle se leva, lissant sa jupe. Le dîner était mangeable. Je vais me retirer dans ma suite. Mes émissions commencent. N'oublie pas le cachemire. Il est sur la chaise dans le hall. Elle s'éloigna sans débarrasser son assiette. Ryan se leva un instant plus tard, se tapotant le ventre. Je suis crevé, dit-il, se penchant pour me donner un baiser expéditif sur la joue. Il sentait l'eau de Cologne chère et autre chose. Quelque chose de floral et de sucré qui n'était pas moi. Je vais me coucher. Tu t'occupes de nettoyer. Je le fais toujours, murmurai-je. Il ne m'a pas entendu. Il se dirigeait déjà vers la chambre, son téléphone de retour dans sa main. Je suis resté seul à la longue table, entouré de vaisselle sale et des restes d'un repas qui m'avait pris la moitié de la journée à préparer. Le silence du Penthouse était lourd, pressant contre mes tympans. Je me suis levé et j'ai commencé à débarrasser la table, empilant les assiettes en porcelaine fine une par une. Dans la cuisine, l'éclairage était cru et clinique. J'ai chargé le lave-vaisselle, le cliquetis rythmique de la céramique remplissant l'espace vide. Quand la machine a commencé son bourdonnement, je me suis appuyé contre le comptoir en marbre froid et j'ai regardé mon reflet dans la fenêtre assombrie. J'ai vu une femme en chemisier de soie, les cheveux parfaitement tirés en arrière, debout dans une cuisine qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnent en une décennie. J'ai vu une femme qui dirigeait une entreprise évaluée à 9 chiffres. J'ai vu une femme qui pourrait acheter tout cet immeuble si elle le voulait. Et pourtant, dans le reflet, j'ai aussi vu un fantôme. J'étais une femme qui avait tout sur le papier mais ne possédait rien dans sa propre maison. J'étais un portefeuille avec un pouls, une commodité, un personnage secondaire dans le spectacle de Ryan et Hélène. J'ai regardé la carte noire qu'Hélène avait laissée sur le comptoir, avec l'intention que je la remette dans son sac à main pour elle. Elle scintillait sous l'éclairage encastré. Mon nom n'était pas imprimé sur le devant de cette carte spécifique. Mais la dette qu'elle engendrait était gravée dans mon âme financière. Je l'ai prise, sentant le poids du plastique. Elle semblait lourde, chargée de privilèges et de mensonges. Plus pour longtemps, dis-je à la pièce vide. Les mots flottaient dans l'air, une promesse faite au reflet dans la vitre. J'ai posé la carte, non pas dans son sac à main, mais sur le comptoir, juste à côté de l'évier où l'eau goûtait encore, une goutte lente à la fois. Le 48e étage du siège de Novalink Capital ressemblait à une autre planète comparée à l'atmosphère étouffante de mon Penthouse. Ici, l'air était filtré et frais,
portant le léger bourdonnement des serveurs et l'odeur d'ozone plutôt que de cire d'abeille et de tromperie. Les murs de verre offraient une vue similaire de Dallas, mais d'ici, la ville ressemblait à un circuit imprimé, une grille de points de données et d'opportunités plutôt qu'une collection d'obligations sociales. « Bonjour, Madame Mitchell », dit un analyste junior, hochant respectueusement la tête en passant devant son cubicule vitré. Il ne m'a pas demandé de récupérer son pressing. Il n'a pas critiqué ma tenue. Il a simplement salué la personne qui signait son chèque de paie. Je suis entré dans mon bureau privé, le claquement de mes talons produisant un rythme sec et autoritaire sur le sol en béton poli. Je me suis assise derrière mon bureau, une vaste étendue de chêne noir qui servait de centre de commandement à mon empire. Pour Ryan et Hélène, j'étais Charlie la femme au foyer qui s'adonnait à des projets en ligne. Ici, j'étais l'architecte d'un écosystème de fintech qui déplaçait des millions de dollars à travers les frontières en quelques millisecondes. J'ai allumé mon ordinateur et les 3 moniteurs montés sur le mur ont vacillé. Mon rituel matinal était toujours le même. D'abord, je vérifiais les marchés asiatiques. Ensuite, j'examinais les rapports de liquidité de la nuit. Enfin, j'examinais mes comptes domestiques personnels. C'était une habitude née d'une paranoïa professionnelle, le besoin de savoir où se trouvait chaque décimale. J'ai affiché le tableau de bord des comptes familiaux. L'interface était épurée, une série de graphiques et de diagrammes circulaires qui m'offraient habituellement un sentiment de contrôle. Aujourd'hui, cependant, un pic dans la ligne de crédit supplémentaire a attiré mon attention. C'était la carte se terminant par 4098, la carte d'Hélène. J'ai froncé les sourcils, tapotant mon doigt contre le bureau. Hélène aimait dépenser, c'est certain. Son langage d'amour était la thérapie par le shopping, à condition que quelqu'un d'autre paie le thérapeute. Mais habituellement, ses dépenses étaient prévisibles. Les grands magasins haut de gamme, le salon de coiffure sur Oaklawn, les cotisations du country club. Ce mois-ci était différent. La courbe des dépenses était erratique, montrant des pics nets les jeudis soirs. J'ai examiné les données brutes, mes yeux balayant les identifiants des commerçants et les eurodatages. Jeudi 12 octobre, $300 au Velvet Rope, un salon de jazz du centre-ville. Jeudi 19 octobre, $450 au Skyline en baie, un restaurant sur le toit connu pour ses alcôves romantiques et ses mini-burgers wagyu hors de prix. Jeudi 26 octobre, une charge de $600 à Lux Galleria, spécifiquement dans la section contemporaine pour femmes, suivie immédiatement d'une charge de $200 dans un spa appelé Jagged Edge dans le Design District. Mon estomac s'est noué, une réaction physique que mon cerveau logique a tenté de réprimer. Jeudi, murmurai-je à la pièce vide. J'ai ouvert mon calendrier sur le 2e moniteur. J'ai recoupé les dates. Le 12 octobre, Ryan m'avait dit qu'il avait une séance de stratégie tardive avec un client de Forward. Le 19 octobre, il avait prétendu que sa voiture était en panne et qu'il avait attendu une dépanneuse pendant 3 heures. Le 26 octobre, la semaine dernière, il avait dit qu'il devait s'envoler pour Houston pour une consultation d'urgence. Les points de données s'alignaient d'une manière qui me serrait la poitrine. Pourquoi ma belle-mère facturait-elle des dîners dans des restaurants romantiques les soirs exacts où son fils était censé travailler tard? J'ai essayé de rationaliser. Peut-être qu'Hélène rencontrait des amis. Peut-être avait-elle une vie sociale secrète qu'elle ne partageait pas avec moi parce qu'elle me jugeait indigne de son cercle intime. Mais Skyline en baie, cet endroit était strictement pour les couples et les gens cherchant à le devenir. Ce n'était pas un endroit où une femme de 60 ans emmenait son club de bridge. Et puis il y avait la régularité. Chaque jeudi. La logique commençait à former une image que je ne voulais pas regarder. Mais j'étais une analyste de données. Je ne détournais pas le regard des anomalies. Je les enquêtais. Mon téléphone a vibré sur le bureau, la vibration faisant un bruit contre le bois. J'ai jeté un coup d'œil. C'était un texto de Tori Lawson. Tori et moi avions été colocataires à l'université. Elle était maintenant journaliste lifestyle pour le Dallas Observer, une femme qui connaissait tout le monde et n'oubliait rien. Nous ne nous étions pas parlé depuis un mois, ce qui rendait ce message soudain alarmant. L'aperçu sur l'écran était court, je suis vraiment désolé, mais tu dois voir ça. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Un oiseau frénétique piégé dans une cage. J'ai pris le téléphone, mon pouce planant au-dessus de l'écran. Je l'ai déverrouillé. Il y avait une image en pièces jointes. Elle était prise sur le vif, probablement avec un téléobjectif depuis l'autre bout d'une pièce, mais la qualité était suffisamment nette pour être indéniable.
Le décor était Luxe Galleria. J'ai reconnu les sols en marbre et les mannequins dorés distinctifs en arrière-plan. Au centre du cadre se trouvait Ryan. Il n'était pas à Houston. Il était assis sur un pouf en velours moelleux, sa veste enlevée, son bras drapé nonchalamment, possessivement autour de la taille d'une femme que je n'avais jamais rencontrée. Elle était jeune, peut-être 24 ans, avec des cheveux blonds en cascade et une robe qui coûtait plus cher que ma première voiture. Elle regardait Ryan avec un air d'adoration qui me donnait la nausée. Son nom, selon la légende que Tori avait tapée, était Sienna Cole. Mais c'était la troisième personne sur la photo qui m'a coupé le souffle. Assise en face d'eux, rayonnante comme un parent fier lors d'une remise de diplôme, se trouvait Hélène. Elle tenait une paire de chaussures, les montrant à la fille, Sienna. Et dans son autre main, capturée dans la clarté haute définition de la technologie moderne, se trouvait la carte noire. Ma carte noire. Elle l'attendait à un vendeur qui se tenait à proximité avec un plateau de champagne. J'ai fixé l'image. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas crié. J'ai senti un engourdissement froid et rampant commencer au bout de mes doigts et remonter le long de mes bras. Je suis retourné à mes écrans d'ordinateur. J'ai affiché le journal des transactions d'aujourd'hui. Transactions en attente. Luxe Galleria. 11h42 1250 $. J'ai regardé l'horloge sur le mur sur la photo, derrière la tête de Ryan. Elle indiquait 11h42. L'horodatage sur le serveur de la banque était 11h42 et 30 secondes. Les pièces se sont emboîtées avec la finalité assourdissante d'une porte de coffre-fort qui se referme. Ryan ne faisait pas que me tromper. C'était un cliché. C'était une tragédie banale. C'était quelque chose de bien plus complexe et cruel. Mon mari me trompait. Et sa mère non seulement le cautionnait, mais elle le chaperonnait. Elle finançait la garde-robe de sa maîtresse en utilisant la ligne de crédit que je fournissais. Ils formaient une équipe, une unité parasitaire se nourrissant de mon travail, de mon succès et de ma naïveté. Ils étaient assis là, buvant du champagne que j'avais payé, riant à des blagues dont je ne faisais pas partie, achetant des cadeaux pour une femme qui couchait avec mon mari, tout ça à mes frais. J'ai de nouveau regardé le visage d'Hélène sur la photo. Elle avait l'air plus heureuse que je ne l'avais jamais vue. On aurait dit qu'elle préparait une remplaçante. J'ai posé doucement le téléphone sur le bureau. L'envie de pleurer était là, quelque part au fond, enfouie sous des couches de choc. Mais elle était faible. Elle était rapidement dépassée par autre chose, une clarté froide et dure. J'étais une PDG. Je gérais les risques. Je gérais les actifs. Je réduisais les pertes. Ils pensaient que j'étais juste une source de fonds. Ils pensaient que j'étais le partenaire silencieux de leur vie de luxe, trop occupé ou trop stupide pour remarquer la ponction sur les ressources. Ils avaient pris mon silence pour de la faiblesse. Ils avaient pris ma générosité pour de la stupidité. J'ai pris une inspiration et l'air m'a semblé plus vif, plus pur. S'ils me regardaient et ne voyaient rien d'autre qu'un compte en banque, alors j'allais cesser d'essayer d'être une épouse ou une belle-fille. J'allais devenir exactement ce pourquoi ils me prenaient. J'allais devenir l'institution. Et les institutions n'ont pas de sentiments. Elles ont des politiques. Elles ont des pénalités. Et surtout, elles ont le pouvoir de saisir. Erreur de transaction, murmurai-je, ma voix dénuée de tout tremblement. Défaillance imminente du système. J'ai attrapé ma souris, mes mains stables. Je n'allais pas faire de scène. Je n'allais pas jeter des vêtements sur la pelouse. C'était désordonné. C'était émotionnel. J'allais gérer ça de la même manière que je gérais tout le reste chez Novalinc. J'allais les auditer, puis j'allais liquider les actifs. Si vous voulez jouer avec mon argent, dis-je au visage souriant sur l'écran de mon téléphone, alors vous allez devoir survivre à la correction du marché. Ce soir-là, le Penthouse était silencieux, mais pour la première fois, le silence ne me semblait pas solitaire. Il semblait stratégique. J'ai traversé le hall, mes talons silencieux sur le marbre. La note sur le comptoir était de Ryan, griffonnée de son écriture désordonnée et hâtive. Il prétendait être à l'hôpital pour rendre visite à un client dont l'état s'était soudainement aggravé. C'était le genre de mensonge qui comptait sur mon empathie pour fonctionner. Un mensonge conçu pour me faire sentir coupable de le soupçonner. Hélène avait envoyé un texto disant qu'elle était à une séance de récupération post-gala avec son club de bridge. Je savais exactement où ils étaient. Ils étaient probablement de nouveau au Skyline en baie,
ou peut-être en train de déballer d'autres boîtes de chaussures dans l'appartement de Sienna, payé d'un coup de carte qui remontait à mon serveur. Je n'ai pas allumé les lumières principales. J'aimais les ombres. Elles semblaient appropriées pour ce que j'allais faire. Je suis entré dans le dressing principal, j'ai écarté une rangée de manteaux d'hiver de Ryan, des manteaux que je lui avais achetés pour notre voyage à Aspen l'année dernière, et j'ai révélé le coffre-fort mural. Mes doigts se sont déplacés automatiquement sur le clavier. Le bip du déverrouillage a sonné comme le coup de pistolet de départ d'une course. J'ai sorti un épais dossier relié en cuir. À l'intérieur se trouvaient les papiers qui définissaient la réalité légale de notre mariage. Une réalité que Ryan et Hélène avaient commodément choisi d'ignorer. D'abord, j'ai étalé l'acte de propriété du Penthouse. C'était un beau document sur du papier crème épais. Le nom sur la ligne du propriétaire était clair, Charlie Mitchell. La date était de 2 ans avant notre mariage. Il n'y avait aucun bishop nulle part sur la page. C'était un bien prénuptial protégé par des lois texanes sur la propriété à toute épreuve. Ensuite, j'ai sorti le contrat de mariage. Je me souvenais du jour où Ryan l'avait signé. Il avait ri, agitant la main d'un air dédaigneux, disant « Bébé, je me fiche de la paperasse. Je signerai n'importe quoi pour être avec toi. Ce qui est à moi est à toi, non ?» Il l'avait signé sans lire les clauses sur la séparation des biens ou la pénalité pour infidélité. Il était si confiant dans son rôle d'homme de la maison qu'il n'avait jamais soupçonné que la fille discrète qu'il épousait était en fait un requin déguisé en agneau. Enfin, j'ai récupéré le dossier d'entreprise de Novalinc. Je suis allé à la section de la paix. Il y avait le nom de Ryan. Il se croyait consultant stratégique pour l'entreprise, un titre que j'avais créé pour lui donner de la dignité. Il croyait que les 15 000 $ déposés sur son compte chaque mois étaient un salaire pour ses efforts de réseautage. J'ai passé mon doigt sur le code de classification à côté de son paiement. Il n'était pas écrit « salaire ». Il était écrit « allocation conjugale discrétionnaire ». Légalement, il n'était pas un employé. Il était une personne à charge. Il recevait une allocation, tout comme un adolescent. Seulement, il était trop arrogant pour s'en rendre compte. J'ai fermé le dossier et je suis allé à mon bureau. J'ai ouvert un carnet neuf, le dos craquant de manière satisfaisante alors que je l'aplatissais contre le bois. J'ai débouché un stylo plume noire. En haut de la première page, j'ai écrit 3 mots. Projet solde 0. Ma main ne tremblait pas. Ce n'était pas une entrée de journal intime sur un cœur brisé. C'était un plan d'affaires. Si je traitais cela comme un différend conjugal, je perdrais mon sang-froid. Je crierais, pleurerais et demanderais pourquoi. Mais si je traitais cela comme une prise de contrôle hostile d'entreprise, ou plutôt une liquidation d'actifs non performants, je pouvais rester froide. Je pouvais rester efficace. J'avais besoin de données. La photo de Tori était un bon début, mais ce n'était qu'un instantané. J'avais besoin d'un audit complet de leur trahison. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro que j'avais enregistré il y a des années pour des vérifications d'antécédents sur des investisseurs potentiels. C'est Mitchell, ai-je dit quand la voix à l'autre bout a répondu. J'ai besoin d'un forfait de surveillance complet. La cible est Ryan Bishop. La cible secondaire est Hélène Bishop. Je veux un calendrier de leurs déplacements des 6 derniers mois. Je veux savoir qui ils rencontrent, où ils vont, et exactement combien de mon argent ils dépensent pendant qu'ils y sont. Et j'ai besoin de connaître l'étendue de l'implication de la mère. Est-elle juste une observatrice ou facilite-t-elle les choses? Considérez que c'est fait, Madame Mitchell, a répondu l'enquêteur. Voulez-vous le flux brut? Ne filtrez rien, ai-je dit. Je veux voir chaque transaction. Le lendemain matin, je suis allé au travail comme si de rien n'était. Je portais mon armure, un tailleur pantalon bleu marine, et je me suis assise au bout de la table de conférence dans la salle du conseil de Novalinc. Nous discutions de l'acquisition d'une entreprise rivale plus petite, une transaction de 45 millions de $. Les avocats se disputaient sur les droits de propriété intellectuelle. Les banquiers criaient sur les taux d'intérêt. D'habitude, je m'épanouissais dans cette énergie, mais aujourd'hui, chaque fois que je clignais des yeux, je voyais l'image de la main de Ryan sur la taille de Sienna. Je voyais le sourire d'Hélène alors qu'elle tendait ma carte de crédit. Les images brûlaient les bords de ma vision, menaçant de briser ma concentration. Ryan m'a envoyé un texto à 10 heures. Bonjour, chérie. Les réunions sont brutales aujourd'hui. Je serai peut-être en retard ce soir encore.
Je t'aime. J'ai regardé l'écran du téléphone. Il y a un jour, j'aurais renvoyé un emoji cœur et un rappel de déjeuner. Aujourd'hui, j'ai fixé les mots « je t'aime » et les ai analysés comme s'ils étaient une ligne de code frauduleuse. Madame Mitchell, a demandé mon directeur financier, me regardant avec inquiétude. Sommes-nous d'accord sur les termes de la clause de liquidité? J'ai levé les yeux. La salle m'attendait. J'ai chassé l'image de Ryan de ma tête et l'ai remplacée par le bilan. Non, ai-je dit, ma voix tranchant la pièce comme un scalpel. Ils sont surendettés. Nous réduisons l'offre de 12%. À prendre ou à laisser. La salle est devenue silencieuse. C'était une décision impitoyable. Vous êtes sûr, a demandé l'avocat de la partie adverse. Je sais ce que valent réellement leurs actifs, ai-je dit, d'un ton plat. Et je sais quand quelqu'un essaie de me vendre un fantasme. En prononçant ces mots, une prise de conscience m'a frappé. Elle s'est installée dans ma poitrine, froide et lourde. Je négociais avec ces requins, contrôlant le flux de millions de dollars, et pourtant, je laissais un homme avec un faux travail et sa mère narcissique me traiter comme un distributeur automatique sans limite. J'étais la PDG ici. Pourquoi jouais-je à la femme soumise à la maison? Si je pouvais manipuler le marché, si je pouvais forcer un concurrent à s'agenouiller avec une seule clause de contrat, je pouvais certainement gérer la famille Bishop. J'ai baissé les yeux sur mon ordinateur portable. Le portail bancaire était toujours ouvert dans un onglet en arrière-plan. Je n'avais pas besoin d'attendre le rapport complet des enquêteurs pour tirer le premier coup. Une guerre se gagne en coupant les lignes de ravitaillement de l'ennemi, et Ryan et Hélène n'avaient pas de ligne de ravitaillement propre. Ils n'avaient que celle que je fournissais. La réunion s'est terminée et je suis retourné à mon bureau. J'ai fermé la porte et les verrouillé. Les stores étaient baissés, plongeant la pièce dans une lumière tamisée et sérieuse. Je me suis assise et j'ai affiché l'écran de gestion des cartes de crédit. Hélène était probablement chez Lux Galleria en ce moment. C'était jeudi, après tout. Elle et Sienna riaient probablement, choisissant des sacs à main, confiante que la carte en plastique magique s'occuperait de tout. J'ai regardé le curseur planer sur le bouton « Gérer les cartes ». Je n'étais plus la femme en pleurs. Je n'étais plus la fille essayant de gagner l'approbation de sa belle-mère avec un ragoût de bœuf. J'étais la présidente directrice générale de ma propre vie et je venais d'identifier un passif massif. J'ai cliqué sur le profil d'Hélène. Statut de la carte, active. Limite de crédit, 50 000 $. J'ai souri, mais il n'y avait aucune chaleur. C'était le sourire d'un prédateur qui venait de repérer une proie boiteuse. J'ai pris mon téléphone de bureau et j'ai composé la ligne bancaire prioritaire. Service aux clients privés de Novalink, a répondu instantanément l'opérateur. Comment puis-je vous aider, Madame Mitchell? Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir, la lumière de l'écran de l'ordinateur portable se reflétant dans mes yeux. J'ai imaginé la scène dans le magasin. J'ai imaginé le moment où la caissière passerait la carte. J'ai imaginé la confusion, puis l'embarras, puis la panique. Je dois apporter une modification immédiate aux utilisateurs autorisés sur mon compte principal, ai-je dit, ma voix stable et dure comme de l'acier. Je crois qu'il y a eu une faille de sécurité. J'ai besoin que vous refusiez toutes les transactions entrantes à partir de maintenant. Certainement, madame. Quelle carte? Celle se terminant par 098, ai-je dit. Et pendant que vous y êtes, signalez le compte pour suspicion de fraude. J'ai raccroché le téléphone. Le silence est revenu dans le bureau, mais cette fois, c'était comme le calme avant une tempête magnifique. L'air à l'intérieur de Lux Galleria était parfumé au thé blanc et à une exclusivité agressive. C'était un endroit où les étiquettes de prix étaient discrètement rentrées à l'intérieur des vêtements, car si vous deviez regarder, vous n'apparteniez clairement pas à cet endroit. Sous les lustres en cristal, Hélène Bishop tenait sa cour. Elle était assise sur un canapé en velours moelleux, un verre de Veuve Clicquot offert dans une main, faisant des gestes de l'autre vers une paire de sandales à lanière Jimmy Choo que Sienna Cole essayait. Oh, elles sont tout simplement divines sur toi, ma chérie, roucoula Hélène, sa voix portant à travers la boutique. Elles rendent tes chevilles si délicates, bien plus élégantes que ce que Ryan a l'habitude de voir à la maison. Sienna gloussa, faisant une petite pirouette. Tu as le meilleur goût, maman. Je veux dire, Hélène. Mais vraiment, tu es déjà comme une seconde mère pour moi. Ce mot, maman, résonna dans l'espace entre elles. C'était un titre que je n'avais jamais été autorisé à utiliser.
Pour Hélène, j'étais toujours Charlotte, ou simplement, elle. Mais cette fille, cette maîtresse de 24 ans qui aidait Ryan à dépenser sa fortune inexistante, avait gagné le titre après quelques mois de rendez-vous illicites. À des kilomètres de là, dans le silence hermétiquement scellé de mon bureau privé chez Novalinc, je regardais l'horloge numérique sur mon mur passer à 13h15. Je ne sirotais pas de champagne. Je sirotais de l'eau tiède et mon téléphone était en mode haut-parleur, posé sur le bureau en acajou comme une arme chargée. Pour des raisons de sécurité, Madame Mitchell, dit la voix de l'analyste principal de la fraude à la banque, remplissant la pièce, pouvez-vous confirmer que vous souhaitez procéder à cette action? Cela gèlera immédiatement toutes les cartes supplémentaires associées au compte principal. J'ai de nouveau regardé la photographie sur l'écran de mon ordinateur, celle que Tori avait envoyée. Le sourire d'Hélène. La carte noire. Oui, ai-je dit. Ma voix était calme, presque ennuyée. Je confirme. J'ai remarqué un schéma de dépenses irrégulières qui ne correspond pas au profil de l'utilisateur autorisé. Utilisation abusive suspectée. Compris, répondit le banquier, le son du cliquetis du clavier audible en arrière-plan. Et vous voulez que les alertes de notification soient redirigées? Correct, ai-je dit, me penchant en arrière dans mon fauteuil. Supprimez l'email et le numéro de téléphone de Ryan Bishop de la liste d'alerte. Envoyez tous les avertissements de fraude et les notifications de refus directement à mon email privé crypté. Je ne veux pas que les utilisateurs soient alarmés par une erreur système avant que je puisse l'enquêter personnellement. C'est fait, dit le banquier. Le blocage est effectif à partir de maintenant. De retour à Lux Galleria, l'ambiance atteignait son paroxysme. Hélène avait empilé une montagne de marchandises sur le comptoir. Il y avait les Jimmy Choo, une pochette en édition limitée, 2 foulards en soie et un châle en cachemire qui ressemblait étrangement à celui qu'elle m'avait ordonné d'emmener au pressing. Emballez tout ça, ordonna Hélène à la vendeuse, une jeune femme à la posture parfaite et au sourire forcé. Et envoyez-les à mon adresse. Oh, en fait, Sienna, pourquoi ne prends-tu pas les chaussures maintenant? Tu peux les porter pour dîner ce soir. Tu me gâtes, couina Sienna en applaudissant. Hélène rayonna, ajustant sa broche en diamant. Les Bishops prennent soin des leurs. Mettez ça sur la carte noire. Elle plongea la main dans son sac et produisit la carte avec une fioriture, la tenant entre 2 doigts comme un magicien révélant un gagnant. Elle la tendit à la vendeuse, sans même jeter un œil au total, qui, comme je pouvais le voir sur mon tableau de bord bancaire, approchait les $4 500. La vendeuse prit la carte avec révérence. Elle l'inséra dans le lecteur de puce. Hélène prit une gorgée de champagne, faisant un clin d'œil à Sienna. Bip. Le son était sec et discordant par rapport au jazz doux qui jouait dans le magasin. La vendeuse fronça légèrement les sourcils. Elle retira la carte et essuya la puce sur son blazer. Désolé, Madame Bishop, la machine est un peu capricieuse aujourd'hui. Laissez-moi réessayer. La technologie, soupira Hélène en levant les yeux au ciel vers Sienna. Elle nous lâche toujours quand nous en avons le plus besoin. L'associé inséra de nouveau la carte. Bip. L'écran de la caisse enregistreuse clignota d'un rouge vif et indéniable. Refusé. Appelez l'émetteur. Le silence qui suivit fut plus fort que le bip. La vendeuse leva les yeux, ses joues devenant roses. Je suis vraiment désolée, madame, dit-elle, sa voix baissant à un murmure discret. Il est indiqué que la transaction a été refusée. Le rire d'Hélène fut cassant. Refusé? C'est impossible. C'est une carte sans limite. Mon fils paie la facture en totalité chaque mois. Repassez-la. Je l'ai passée 2 fois, madame, dit la vendeuse, jetant un regard nerveux à la file de clients qui se formait derrière elle. Une femme en tailleur Chanel tapait du pied avec impatience. Eh bien, alors entrez les chiffres manuellement, claqua Hélène, son vernis de sophistication se fissurant. Dois-je vous dire comment faire votre travail? La vendeuse obéit, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle tapait les 16 chiffres. Hélène tapota ses ongles contre le comptoir en verre, un rythme frénétique. Sienna cessa de sourire. Elle baissa les yeux sur les chaussures qu'elle portait déjà, ayant soudain moins l'air d'une princesse que d'une voleuse à l'étalage. Bip. C'est un refus catégorique, madame, dit la vendeuse, sa voix ferme maintenant. Elle posa la carte sur le verre. Avez-vous un autre moyen de paiement? La question flottait dans l'air comme une mauvaise odeur. Une autre cliente,
La femme en tailleur Chanel se pencha en avant. Excusez-moi, est-ce que ça va prendre longtemps? Certains d'entre nous ont des cartes valides. Le visage d'Hélène vira à un rouge violent. Comment osez-vous? Savez-vous qui je suis? Je suis Hélène Bishop. Elle fouilla dans son sac, ses mains tremblantes. Elle sortit une deuxième carte, une Visa platine, et également une carte supplémentaire sur mon compte. Elle la tendit à la fille. Essayez celle-ci. Bip. Refusé. Elle en sortit une troisième. Une American Express Gold. Bip. Refusé. Y a-t-il peut-être une carte à votre nom? Demanda gentiment la vendeuse. Une question involontaire mais qui frappa Hélène comme une gifle physique. Hélène Bishop n'avait pas de carte à son nom. Elle n'avait pas subi de vérification de crédit depuis 1998. Sienna recula, créant une distance physique entre elle et Hélène. Hélène, tout le monde nous regarde, siffla-t-elle. Règle ça. J'essaie, hurla Hélène. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro de Ryan. Elle tomba sur sa messagerie vocale. Inutile, marmonna-t-elle, désespérée, en sueur, sentant les yeux de tout le magasin lui brûler le dos. Elle fit défiler jusqu'au seul numéro dont elle s'était juré de ne jamais avoir besoin. Mon téléphone sonna dans le bureau silencieux. Je regardai le nom, Hélène, clignoter sur l'écran. Je le laissai sonner une fois, 2 fois, 3 fois. Je pris une lente inspiration, me ressaisissant. À la 5e sonnerie, je répondis. Je fis en sorte que ma voix paraisse pâteuse, somnolente, comme si j'avais été profondément endormi. Allô, marmonnai-je. Hélène, est-ce que tout va bien? Charlotte, cria Hélène dans le récepteur. Que as-tu fait? Que as-tu fait aux cartes? Je bâillai de manière audible. Quoi? Les cartes? Quelle heure est-il? Je faisais une sieste. J'ai une migraine. Ne joue pas à des jeux avec moi, hurla-t-elle. Je suis chez Lux Galleria et la carte a été refusée. On m'humilie. Règle ça. Appelle la banque tout de suite. Refusé? Demandai-je, injectant une note de préoccupation lente et confuse dans ma voix. C'est étrange. Es-tu sûr d'utiliser le bon code PIN? Parfois, si la puce est sale. La puce n'est pas sale. Rugit-elle. Ils disent qu'elle est bloquée. Appelle Ryan. Il ne répond pas, Ryan est en réunion, Hélène, dis-je d'un ton apaisant. Et je ne peux pas appeler la banque maintenant. Je n'ai pas les jetons de sécurité avec moi. Je les ai laissés quelque part. Écoute, c'est probablement juste un problème de système. Pourquoi n'utilises-tu pas de l'argent liquide ou ne demandes-tu pas à ton ami de payer? Mon ami, balbutia Hélène. Elle regarda Sienna, dont le visage était un masque d'irritation. J'ai vraiment besoin de retourner dormir, Hélène, dis-je. J'ai la tête qui éclate. On en parlera quand tu rentreras à la maison. Rentre juste à la maison. Attends, n'ose pas raccrocher. J'ai appuyé sur le bouton rouge. L'appel s'est terminé. Dans la boutique, le silence était absolu. Hélène baissa lentement le téléphone. La vendeuse attendait. Le garde de sécurité près de la porte s'était rapproché d'un pas. Hélène se tourna vers Sienna. Son visage était pâle, son arrogance dépouillée, laissant derrière elle une vieille femme effrayée. Si, ma chérie, balbutia-t-elle. Il semble qu'il y ait un malentendu avec la banque. Une erreur informatique. Pourrais-tu t'occuper de celle-ci? Ryan te remboursera immédiatement ce soir, avec intérêt. Sienna regarda la pile de vêtements. Elle regarda les chaussures qu'elle voulait. Elle regarda les clients qui ricanaient derrière eux. Elle laissa échapper un souffle de pure contrariété. D'accord, claqua-t-elle. Mais c'est embarrassant, Hélène. Vraiment embarrassant. Sienna fouilla dans son propre sac et sortit une carte. Ce n'était pas une carte noire. C'était une carte de débit standard, ébréchée et usée. Elle la tendit à la caissière avec l'agressivité de quelqu'un qui sait qu'il perd de l'argent qu'il ne peut pas se permettre de perdre. Pendant que la transaction se déroulait, Sienna foudroya Hélène du regard. Le fantasme de la « maman » était mort. Maintenant, Hélène n'était qu'une vieille femme fauchée qu'il avait fait payer pour son propre cadeau d'anniversaire.
De retour à mon bureau, je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. J'ai regardé la métropole tentaculaire de Dallas. Quelque part là-bas, dans le quartier du luxe, deux femmes sortaient d'un magasin en portant des sacs qui semblaient plus lourds qu'ils ne le devraient, liés par un ressentiment qui ne ferait que s'envenimer. J'ai vérifié mes emails. Une notification de la banque venait d'arriver. Alerte, multiples tentatives de transactions refusées à Lux Galleria. J'ai souri, une expression froide et tranchante qui se reflétait dans la vitre. Transaction refusée, murmurai-je à la ville en contrebas. Vengeance approuvée. La guerre n'a pas commencé par une explosion. Elle a commencé par une série de clics administratifs silencieux qui ont sectionné les lignes de vie du foyer Bishop une par une. J'avais fermé le robinet, et maintenant je regardais simplement les tuyaux se vider. Le matin après le désastre à Lux Galleria, Hélène arpentait le hall dans un tailleur Chanel vintage, vérifiant sa montre en diamant toutes les 30 secondes. Elle devait assister au déjeuner de charité de l'hôpital pour enfants, le genre d'événement où les mondaines de Dallas payaient $2000 l'assiette pour manger du poulet caoutchouteux et bavarder sur qui avait eu le pire lifting. J'étais dans la cuisine, buvant du café noir et faisant semblant de lire sur une tablette, bien que je surveillais en fait le flux de sécurité de l'allée d'entrée. « Où est-il » claqua Hélène, sa voix aiguë. « Stevens n'est jamais en retard. Un Bishop ne devrait pas attendre. » Elle sortit son téléphone et composa le numéro du service de chauffeur privé qui l'avait transporté ces 5 dernières années. Je pris une gorgée de café, savourant l'amertume. « Allô » aboya Hélène dans le téléphone. « Ici Hélène Bishop. Mon chauffeur a 5 minutes de retard. C'est inacceptable. » Il y eut une pause. J'ai regardé son visage passer de l'indignation à la confusion, puis à un choc pâle et horrifié. « Comment ça, compte suspendu » siffla-t-elle. « C'est ridicule. Nous avons un contrat permanent. » « Par qui ?» ?»« Le titulaire principal du compte. »« Mais c'est... » Elle s'arrêta. Elle ne me regarda pas. Elle ne pouvait pas se résoudre à admettre que j'étais le titulaire principal du compte. L'admettre serait briser l'illusion sur laquelle elle avait bâti toute sa vie. « Bien » hurla-t-elle en raccrochant. « Je trouverai un autre moyen. Je n'ai pas besoin de votre service de seconde zone de toute façon. » Elle me regarda, ses yeux fuyant nerveusement. « Charlotte, ma chère, pourrais-tu ? » « Je suis déjà en retard pour un audit de conformité, Hélène, dis-je en attrapant mes clés. Je ne peux pas vous conduire. Vous avez l'application Uber, n'est-ce pas ? C'est très pratique. Je suis sorti avant qu'elle ne puisse répondre. 5 minutes plus tard, depuis la sécurité de ma propre voiture garée plus bas dans la rue, j'ai regardé Hélène Bishop monter dans une Honda Civic beige cabossée qui avait une énorme bosse sur le pare-chocs arrière. Le chauffeur portait un t-shirt qui disait « Je préférerais être à la pêche ». C'était la première fois en 30 ans qu'Hélène montait dans un véhicule coûtant moins de $50 000. Pendant qu'Hélène subissait l'indignité d'un siège arrière en tissu, Ryan menait sa propre bataille. Je le savais parce que j'avais cloné les notifications de son téléphone sur mon serveur sécurisé. Il était dans la chambre principale, probablement assis sur le bord du lit, essayant frénétiquement de limiter les dégâts avec Sienna. Les SMS affluaient. « Sienna, tu m'as humilié. Mes amis se moquent de moi. Tu avais dit que tu étais riche. Ryan, bébé, s'il te plaît. C'était une erreur de la banque. Je promets. Je suis en train de régler ça. Sienna, règle ça avec un virement. Je veux ce sac aujourd'hui. » J'ai regardé le journal numérique alors que Ryan ouvrait son application bancaire. Il a tenté de transférer $3000 à Sienna via Zelle. Transaction échouée. Fonds insuffisants. Il a réessayé. $1000. Transaction échouée. Fonds insuffisants. Il a vérifié son solde. Il s'élevait actuellement à $42,16. Aujourd'hui, c'était le 15 du mois. C'était le jour où son salaire de Novalink arrivait habituellement sur son compte. Mais hier, j'avais donné l'instruction à la paie de le retirer du système de compensation automatisé. Il n'y avait pas de chèque de paie. Il n'y avait pas de bonus. Il n'y avait que la dure réalité d'un jeu à somme nulle. Je pouvais l'imaginer rafraîchissant l'écran encore et encore, en sueur, se demandant pourquoi la fée magique de l'argent était morte. Quand je suis rentré tard ce soir-là, manquant délibérément le dîner pour éviter une confrontation directe, le Pantouse semblait différent. La climatisation,
habituellement réglée sur un froid arctique vif, était éteinte. L'air était vicié et chaud. Je suis entré dans le salon. Les lumières étaient tamisées. Non pas la pénombre romantique d'un éclairage d'ambiance, mais la morosité de l'économie d'énergie. Ryan était assis sur le canapé, fixant l'énorme écran de télévision de 80 pouces. Il était noir. Internet est en panne, marmonna-t-il sans me regarder. Et le câble dit que nous devons mettre à niveau notre abonnement ou quelque chose comme ça. As-tu changé le forfait? Oh, j'ai audité nos dépenses ménagères, dis-je d'un ton léger, laissant tomber mon sac sur la chaise. Nous payons pour le forfait Gigabit Premium et 500 chaînes que nous ne regardons jamais. Je nous ai passé au forfait de base. Cela nous fait économiser environ $200 par mois. Responsabilité fiscale, n'est-ce pas? Forfait de base? Ryan me regarda comme si j'avais parlé une langue étrangère. Charlie, le forfait de base RAM si tu essaies de streamer en 4K. Je ne peux pas regarder le match comme ça. Tu peux le regarder dans un bar sportif, suggérai-je, bien que les bières deviennent chères de nos jours. Je suis passé devant lui en direction de la cuisine où une nouvelle crise couvait. Notre femme de ménage, Madame Alvarez, se tenait près du réfrigérateur, les bras croisés. Elle était avec nous depuis 3 ans. Une femme patiente qui tolérait les exigences d'Hélène parce que je la payais 20% au-dessus du taux du marché. Madame Bishop, dit-elle en s'adressant à moi. Nous avons un problème. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Alvarez? Elle a ouvert la porte du réfrigérateur. Il était caverneux et blanc et presque entièrement vide. Habituellement, il était rempli de produits biologiques, de fromages importés et d'eau pétillante. Maintenant, il y avait un carton de lait à moitié vide et un bocal de cornichons. La livraison de l'épicerie n'est pas venue, dit-elle. Wolfous a appelé. Ils ont dit que la carte enregistrée avait été refusée, et le boucher a dit qu'il ne pouvait pas envoyer les steaks wagyu avant que la dernière facture ne soit payée. Elle baissa la voix. Et Madame Bishop, mon chèque est habituellement encaissé à midi. Il est 19 heures. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai sorti une épaisse enveloppe d'argent liquide que j'avais retirée plus tôt. Je suis vraiment désolé, Madame Alvarez, dis-je assez fort pour qu'Hélène, qui boudait dans la salle à manger, entende. Je suis en train de transférer tous les comptes domestiques sur un nouveau système. Voici votre paie pour le mois, plus un bonus pour le dérangement. Vous pouvez rentrer chez vous plus tôt ce soir. Ne vous inquiétez pas pour le dîner. Merci, madame, dit-elle en prenant l'argent. Mais qu'en est-il de la nourriture? Il n'y a rien à cuisiner. Je pense qu'il y a des nouilles instantanées dans le garde-manger, dis-je. Ou peut-être qu'Hélène peut utiliser ses talents de cuisinière. Elle dit toujours que la nourriture rustique a tellement de caractère. Hélène laissa échapper un hoquet d'indignation depuis l'autre pièce, mais elle n'est pas entrée. Elle ne le pouvait pas. Elle n'avait aucun moyen de pression. Plus tard dans la nuit, le coup de grâce de la journée est tombé. J'étais dans mon bureau. La porte était entr'ouverte juste assez pour entendre le téléphone sonner dans le couloir. Hélène a décroché. Allô. J'ai écouté la voix à l'autre bout, le directeur du Country Club Immaculé où Hélène passait 4 jours par semaine, annonçait la nouvelle. Madame Bishop, je crains de devoir passer un appel désagréable, a déclaré le directeur, sa voix polie, le genre de politesse qui s'exerce devant un miroir. Vos cotisations annuelles ont été retournées par la banque aujourd'hui, et l'ardoise en suspens pour les 3 derniers mois. Eh bien, elle est assez substantielle. Il doit y avoir une erreur, s'écria Hélène, sa voix se brisant. Je suis membre depuis 1999. Nous apprécions votre clientèle, Madame Bishop, a poursuivi le directeur. Mais le conseil d'administration est très strict concernant les comptes en souffrance. Si le solde de $22 000 n'est pas réglé d'ici vendredi, nous devrons suspendre vos privilèges et retirer votre nom de la liste des vestiaires. Le silence qui suivit fut lourd. Être retiré de la liste des vestiaires était un suicide social. C'était pire que la faillite. C'était l'insignifiance. Je vais m'en occuper, murmura Hélène en raccrochant. Je suis restée assise dans mon bureau, la lumière bleue de mon ordinateur portable illuminant mon visage. La maison était sombre. Le réfrigérateur était vide. Internet rampait. Les voitures étaient parties. Ils vivaient dans un musée de leurs anciennes vies, entourés de meubles coûteux qu'ils ne possédaient pas et de vêtements de marque qu'ils n'avaient nulle part où porter.
C'était une richesse creuse, une coquille dorée sans rien à l'intérieur. Mon email a sonné. C'était le rapport de l'enquêteur privé. Sujet, R. Bishop Rescall. Résumé de la surveillance. J'ai ouvert le fichier. Il était complet. Il y avait des photos de Ryan et Sienna entrant au Ritz-Carlton un mardi après-midi. Un mardi où Ryan m'avait dit qu'il avait un rendez-vous chez le dentiste. Il y avait un clip vidéo d'eux dans sa voiture s'embrassant à un feu rouge. Mais la preuve qui m'a glacé le sang était une vidéo prise il y a seulement 3 jours. Elle avait été filmée à travers la fenêtre d'un café. Hélène et Sienna étaient assises à une petite table. Hélène a tendu la main par-dessus la table et a serré celle de Sienna. Le microphone directionnel de l'enquêteur avait capté l'audio clairement. « Ne t'inquiète pas pour elle, » dit Hélène, son visage tordu en un rictus. Charlotte n'est que le portefeuille. Une fois que Ryan aura sécurisé son poste dans l'entreprise, nous nous en débarrasserons. Tu es la future Madame Bishop, Sienna. C'est toi qui mérites l'héritage. J'ai mis la vidéo en pause. J'ai fixé le visage d'Hélène. L'héritage, murmurai-je. Elle parlait d'un héritage que j'avais construit. Elle complotait pour me remplacer avec l'argent même que j'avais gagné. Il ne se contentait pas de m'utiliser. Il planifiait activement mon élimination. J'ai fermé l'ordinateur portable d'un coup sec. La tristesse avait disparu. Le choc avait disparu. Il ne restait plus qu'une précision froide et mathématique. J'avais recueilli suffisamment de données. La phase de test bêta était terminée. Système prêt, dis-je à l'obscurité. Lancement de la version publique. J'ai pris le dossier contenant les photos et les transcriptions. Je me suis levé et j'ai marché vers la porte. Il était temps d'aller dans le salon. Il était temps de présenter aux Bishop leur nouvelle réalité. Je suis entré par la porte d'entrée à exactement 19 h. J'avais programmé mon arrivée avec la précision d'une montre suisse, sachant que la faim et l'humiliation des dernières 24 heures auraient fermenté en un cocktail volatile de rage. Habituellement à 7 heures, le Penthouse était sombre, baigné dans la douce lueur ambrée d'un éclairage d'ambiance encastré. Ce soir, cependant, chaque lumière du salon principal était allumée. Les lustres étaient à pleine puissance. Les lampadaires étaient inclinés vers l'intérieur, et l'éclairage sur rail était dirigé vers le centre de la pièce. Cela ressemblait moins à une maison qu'à une salle d'interrogatoire dans un commissariat de police. Hélène et Ryan étaient assis sur le long canapé en cuir italien blanc. Ils étaient raides, droits, leurs genoux se touchant, présentant un front uni. Sur la table basse en verre devant eux, l'espace était vide à l'exception d'un seul sous-verre placé avec un soin agressif et délibéré. J'ai fermé la porte derrière moi. Le loquet a cliqué avec un son qui a résonné dans le silence tendu. « Nous devons parler », a dit Hélène. Sa voix n'était pas le cri strident du grand magasin. Elle était basse, tremblant d'une indignation vertueuse qu'elle avait clairement passé toute la journée à répéter. J'ai marché lentement dans la pièce, mes talons s'enfonçant dans le tapis moelleux. Je ne me suis pas assise. Je suis resté en face d'eux, serrant ma mallette, laissant la dynamique du pouvoir changer. Ils étaient assis. J'étais debout. Ils attendaient. J'arrivais. Je suis d'accord, dis-je calmement. Nous devons le faire. Ne prends pas ce ton avec moi, Charlotte, claqua Hélène. Elle se leva, incapable de maintenir son sang-froid. Elle fit un geste vers la pièce, ses mains balayant la télévision assombrie et la cave à vin silencieuse. 7. Cette punition de ta part a assez duré. Tu as embarrassé cette famille. Tu as coupé les services essentiels. Tu as agi avec une cruauté que je ne te croyais pas capable de posséder. Ryan hocha la tête, encouragé par sa mère. Il avait l'air fatigué. Sa chemise de marque était froissée, probablement parce que le service de nettoyage à sec avait également été suspendu. Maman a raison, Charlie, dit Ryan, approfondissant sa voix pour paraître autoritaire. Tu es irrationnel. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un problème à la banque, que je t'ai dit que je suis en train de régler, que tu as le droit de fermer la maison. Nous avons des standards. Nous avons une réputation. Une réputation, ai-je répété, goûtant le mot. C'est comme ça que vous l'appelez ? Oui, intervint Hélène, s'avançant. Le nom Bishop signifie quelque chose dans cette ville. Nous ne sommes pas des gens qui prennent des UberX. Nous ne sommes pas des gens qui voient leur carte de crédit refusée devant des vendeuses.
Tu sembles oublier, Charlotte, que tu n'es dans ce Penthouse, vivant cette vie, que parce que mon fils t'a épousée. Sans la famille Bishop, aurais-tu même cette vie? Elle me regarda avec une pitié sincère, une illusion si profonde qu'elle en était presque impressionnante. Elle le croyait vraiment. Elle croyait que son nom de famille était une monnaie magique qui payait l'hypothèque. Tu perturbes l'ordre naturel, ajouta Ryan en croisant les bras. En tant que ton mari, je te le dis, non, je t'exige de rétablir les cartes et les allocations immédiatement. C'est ton devoir d'épouse de soutenir la gestion du foyer. Je ne sais pas sur quel trip de pouvoir tu es, mais ça se termine ce soir. Je regardais Ryan. Je regardais l'homme que j'avais autrefois considéré comme mon partenaire. Je vis la peur derrière ses yeux. Il n'exigeait rien. Il suppliait. Mais il ne connaissait que le langage du privilège. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas souligné que la gestion du foyer ne devrait pas coûter 50 000 $ par mois. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers la table basse en verre. J'ai ouvert ma mallette. Le bruit ressemblait à la fermeture éclair d'un sac mortuaire. J'ai sorti une épaisse enveloppe en manille et je l'ai laissée tomber sur la table. Elle a heurté le verre avec un bruit lourd et sourd. « Ouvrez-la » ai-je dit. Ryan hésita, mais Hélène, alimentée par la fureur, tendit la main et déchira l'enveloppe. Des photos se sont déversées. Elles se sont étalées sur la surface en verre comme un jeu de cartes. Il y avait Ryan, sa main sur la cuisse de Sienna au Ritz-Carlton. Il y avait Hélène trinquant avec Sienna au Skyline en baie. Il y avait une photo granuleuse d'Hélène serrant Sienna dans ses bras, ses lèvres bougeant, surprise en train de l'appeler la future Madame Bishop. Il y avait une copie du reçu du bracelet en diamant que Ryan avait acheté à Sienna pour la Saint-Valentin, le même jour où il m'avait donné une carte et une boîte de chocolat de supermarché. Le silence qui tomba sur la pièce fut absolu. C'était un vide, aspirant l'oxygène de l'air. Le visage de Ryan perdit sa couleur. Il avait l'air d'aller vomir. Il reconnaissait les dates. Il reconnaissait les lieux. Hélène fixa les photos. Ses yeux passaient de l'une à l'autre, son cerveau luttant pour traiter la violation de sa forteresse. Puis elle leva les yeux vers moi, ses yeux se rétrécissant en fente de pur venin. « Faux » cracha-t-elle. « Pardon » demandai-je, sincèrement surprise par la rapidité de son déni. « C'est faux » cria Hélène, balayant la table de sa main, faisant tomber plusieurs photos par terre. « Tu as photoshopé ça. Tu as engagé quelqu'un pour créer ces mensonges. Tu essaies de piéger mon fils parce que tu es insécure. Tu essaies de trouver une raison de divorcer de lui et de prendre la moitié de son argent. » « Son argent, dis-je, ma voix baissant d'une octave. « Oui, son argent, cria Hélène. La fortune des Bishop. Tu n'es qu'une croqueuse de diamants, Charlotte. Je l'ai toujours su. Tu l'as piégé. Et maintenant tu essaies de le détruire pour obtenir un règlement. » Ryan resta silencieux, fixant la photo de lui et Sienna entrant dans une chambre d'hôtel. Il savait mieux. Il savait que ce n'était pas faux, mais il laissait sa mère mener la bataille parce qu'il était un lâche. J'ai soupiré. C'était une longue et lasse expiration. J'ai replongé la main dans ma mallette. Je m'attendais à ce que vous disiez ça, ai-je dit. J'ai sorti un deuxième dossier. Celui-ci était relié dans des couvertures légales bleues. Je l'ai posé doucement sur la table, juste au-dessus des photos éparpillées. Ceci, dis-je en montrant le document, est l'acte de propriété de ce Penthouse. Regardez la date. 4 novembre 2018. 2 ans avant que Ryan et moi ne soyons mariés. J'ai tourné la page. Propriétaire, Charlie Mitchell, propriétaire unique. Hélène se figea. Elle regarda le papier, mais elle ne voulait pas le lire. Et ceci, continuai-je en sortant un autre document, est le contrat de mariage que Ryan a signé. Clause 4A. Tous les actifs acquis avant le mariage restent la propriété exclusive du propriétaire initial. Clause 7B. En cas d'infidélité, la partie fautive renonce à toute prétention à une pension alimentaire. Je regardais Ryan. Tu l'as signé, Ryan. Tu ne l'as pas lu parce que tu étais trop occupé à regarder ton reflet dans la fenêtre, mais tu l'as signé. Et enfin, dis-je en produisant une feuille de calcul codée par couleur et terriblement détaillée. Voici la ventilation financière de Novalink Capital, l'entreprise que vous pensez que Ryan dirige. Il n'a pas de siège au conseil d'administration. Il n'a pas de participation.
Il a une allocation. Une allocation répertoriée sous soutien familial. Je me penchai en avant, posant mes mains à plat sur la table, entrant dans leur espace personnel. Ce n'est pas la maison de votre fils, Hélène, dis-je, ma voix assez tranchante pour couper du verre. Ça ne l'a jamais été. Vous n'êtes pas la matriarche d'une dynastie. Vous n'êtes pas la dame de ce manoir. Vous êtes ma locataire. Vous êtes une locataire ingrate, impolie et incroyablement chère qui vit de ma charité depuis 5 ans. La bouche d'Hélène s'ouvrit et se referma, mais aucun son n'en sortit. La réalité s'abattait sur elle. Le pantouse, les vêtements, la nourriture, la climatisation. Ce n'était pas l'argent des Bishop. C'était l'argent de Charlie. Elle avait craché au visage de la main qui la nourrissait. Et toi, Ryan, dis-je en me tournant vers lui. Tu n'es pas un soutien de famille. Tu es une ligne budgétaire. Et je suis en train d'auditer le budget. Ryan leva enfin les yeux. Ses yeux étaient humides, mais je ne ressentis rien. L'homme que j'aimais était mort au moment où je l'ai vu tendre ma carte de crédit à une autre femme. Charlie, s'il te plaît, murmura-t-il. On peut arranger ça. Non, dis-je en me redressant et en fermant ma mallette. On ne peut pas arranger ça, parce que je ne suis pas brisé. C'est vous qui l'êtes. Je me suis tourné vers les escaliers. J'avais une chambre d'amis au 2e étage avec une serrure solide. J'avais l'intention de dormir profondément. Où vas-tu, murmura Hélène, sa voix une ombre de son ancien volume. Je m'arrêtai sur la première marche et les regardai. Ils avaient l'air petits. Ils avaient l'air d'étrangers assis dans une salle d'attente pour un train qui était déjà parti. Je vais me coucher, dis-je. Ryan, je t'attends au siège de Novalink demain matin, 10 heures précises. Ne sois pas en retard. Pourquoi, demanda Ryan, sa voix tremblante. Parce que, dis-je en lui offrant un sourire froid et final, je pense qu'il est temps que tu sois officiellement présenté à ta vraie patronne. La tour de Novalink Capital se dressait comme un poignard de verre bleu perçant le ciel de Dallas. C'était 48 étages d'intimidation, un monolithe qui criait pouvoir, argent et exclusion. Ryan se tenait sur le trottoir, tendant le cou pour regarder le sommet. Il était passé devant ce bâtiment une centaine de fois. Il avait lu des articles sur ses stratégies de marché agressives dans le Wall Street Journal, mais il n'y était jamais entré. Il ajusta sa cravate dans le reflet des portes tournantes. Il avait l'air fatigué. Les cernes sombres sous ses yeux provenaient d'une nuit blanche passée sur le canapé, à écouter sa mère faire les 100 pas à l'étage. Il s'était dit sur le trajet que ce n'était qu'une formalité. Charlie était probablement une chef de projet senior ici, peut-être une chef de département. Elle était en colère, bien sûr, mais elle se calmerait une fois qu'il se présenterait à son lieu de travail et la charmerait. C'est comme ça que ça fonctionnait toujours. Il poussa les portes et se dirigea vers le bureau de la sécurité. Le hall était une caverne de marbre blanc et d'art abstrait qui coûtait plus cher que sa voiture. « Je suis ici pour voir Charlie Bishop », dit Ryan au garde, affichant son plus beau sourire. « Je suis son mari. » Le garde regarda une liste, puis fronça les sourcils. « Je n'ai pas de Charlie Bishop dans le répertoire, monsieur. » Le sourire de Ryan vacilla. « Elle travaille ici. Elle est ici depuis 6 ans. Essayez Charlie Mitchell. Elle utilise son nom de jeune fille professionnellement. » Les sourcils du garde se levèrent. Sa posture se raidit immédiatement. Il tapa sur une oreillette. « Dispatch, j'ai un monsieur Bishop dans le hall qui prétend être le conjoint de madame Mitchell. » Affirmatif. « Je le fais monter. » Le garde sortit de derrière le bureau, son attitude passant de l'indifférence à un respect terrifié. « Mes excuses, M. Bishop. Je n'avais pas réalisé. Veuillez me suivre jusqu'à l'ascenseur de la direction. » Ryan fronça les sourcils. « L'ascenseur de la direction ? Son bureau n'est pas sur la salle des marchés ? Madame Mitchell est au niveau du Pantouse, monsieur. » L'ascenseur n'avait pas de bouton. Le garde passa une carte clé et les portes se refermèrent avec un sifflement pneumatique. La montée fut rapide et silencieuse. Ryan sentit ses oreilles se boucher. Il regarda les numéros d'étage défiler sur l'affichage numérique. 10, 20, 30, 40. Quand les portes s'ouvrirent, il posa le pied sur un étage qui sentait l'ozone et les orchidées fraîches. La moquette était assez épaisse pour étouffer le bruit de ses pas.
Une réceptionniste était assise derrière un bureau qui ressemblait à une sculpture moderne. « Monsieur Bishop, dit-elle en se levant. Madame Mitchell vous attend. » Tout droit au bout du couloir, les doubles portes. Ryan marcha dans le couloir. Des gens en costume cher passaient en hâte avec des tablettes et des dossiers. En le voyant, il s'arrêtait. Il hochait la tête. Un homme murmura « Bonjour, monsieur », avec une inclinaison de tête déférente. Ryan sentit une vague de confusion. Il le traitait comme un roi. Il bomba légèrement le torse. Peut-être que Charlie était plus importante qu'il ne le pensait. Peut-être était-elle une vice-présidente. Il atteignit les doubles portes en verre dépoli. Il les poussa. Le bureau était immense. Il occupait tout l'angle du bâtiment, offrant une vue à 200 degrés sur la ville. Mais Ryan ne regarda pas la vue. Il regarda la femme debout près de la fenêtre. Charlie ne portait pas les cardigans pastel doux qu'elle portait à la maison. Elle portait un tailleur pantalon gris anthracite taillé au millimètre près. Ses cheveux étaient tirés en un chignon sévère et élégant. Elle ne ressemblait pas à sa femme. Elle ressemblait à une arme. Elle se retourna. Son visage était impassible. « Assieds-toi, Ryan, dit-elle. » Ryan se dirigea vers le bureau. C'était une vaste étendue d'obsidienne noire. Et là, posé sur le bord, se trouvait un porte-nom en cristal qui captait la lumière du matin. Charlie Mitchell, fondatrice, PDG. Ryan se figea. Il fixa les lettres. Fondatrice, PDG. C'est toi, balbutia Théil. C'est toi qui dirige ça. Tout ça? Assieds-toi, répéta Théil. Il s'enfonça dans le fauteuil en cuir en face d'elle. Il était bas, conçu pour que l'occupant se sente plus petit que la personne derrière le bureau. Charlie s'assit. Elle ne lui a pas demandé s'il voulait un café. Elle ne lui a pas demandé comment il avait dormi. Elle a ouvert un dossier noir et l'a fait glisser sur la surface d'obsidienne. Je t'ai fait venir ici parce que je voulais t'expliquer les nouveaux termes de ton existence, dit Charlie. Sa voix était froide, dénuée de la chaleur à laquelle il était habitué. Ces 5 dernières années, tu as fonctionné sous une importante méprise concernant tes finances. Ryan regarda le dossier. C'était une feuille de calcul. Elle listait chaque dépôt effectué sur son compte personnel depuis leur mariage. Je pensais que c'était les rendements de mes investissements, dit Ryan, la voix faible. La crypto, les startups que j'ai conseillées. Tu n'as aucun investissement, Ryan, dit Charlie. Les startups que tu as conseillées ont toutes fait faillite en 18 mois. Le portefeuille de crypto que tu as insisté pour gérer a perdu 90% de sa valeur en 2019. Alors d'où venait l'argent? De moi, dit Charlie. Elle montra une colonne sur la feuille de calcul intitulée « Code source, DUP ». Cela signifie le soutien aux personnes à charge, expliqua-t-elle. Pour des raisons fiscales et pour préserver ton ego, j'ai classé ton allocation mensuelle comme une allocation conjugale. Je te payais 15 000 $ par mois pour jouer à l'homme d'affaires. J'ai payé la carte noire de ta mère. J'ai payé le country club. J'ai payé le leasing de ta Mercedes. Ryan sentit la pièce tourner. Tu me payais. Une allocation? Comme un enfant? Comme un enfant, corrigea Charlie. Ou plus exactement, comme un mari trophée. Sauf que d'habitude, les maris trophées sont plus beaux et plus fidèles. Elle ferma le dossier. Le son ressembla à un marteau de juge frappant un bloc. À 9 h ce matin, Novalink Capital a cessé toutes ses contributions caritatives à la famille Bishop, annonça Charlie. Ton allocation est annulée. Les cartes d'Hélène sont désactivées en permanence. La Mercedes est un véhicule de société et j'ai déjà envoyé une équipe de récupération pour la récupérer dans votre allée. L'adhésion au country club était un avantage d'entreprise qui a été révoqué. Tu ne peux pas faire ça, murmura Ryan. Comment vais-je vivre? C'est une question que tu aurais dû te poser avant d'emmener ma carte de crédit au Ritz-Carlton avec Sienna Cole, répondit Charlie. Elle plongea la main dans son tiroir et sortit un deuxième document. Il était plus fin, agrafé dans le coin. Ceci est un projet de notre accord de divorce, dit-elle en le faisant glisser vers lui. C'est très simple. Je garde l'entreprise. Je garde le Pantouz, que j'ai acheté 2 ans avant de te rencontrer. Je garde tous les actifs acquis avec le capital de Novalink. Et qu'est-ce que j'obtiens? Demanda Ryan,
sa voix tremblant d'un mélange de peur et de cupidité. Tu obtiens ta liberté, dit Charlie. Et tu obtiens tes dettes. Je suis généreuse, cependant. Si tu signes ça aujourd'hui, en acceptant de quitter le Pentouse dans les 48 heures et en renonçant à tout droit à un litige futur, je te donnerai un paiement de départ unique de $20 000. 20 000 $? Ryan se leva, son visage devenant rouge. C'est une insulte. Ça ne couvrira même pas un mois de loyer dans un immeuble décent. Alors je te suggère de chercher un immeuble indécent, dit Charlie sans bouger un muscle. Ou peut-être que tu peux emménager avec Sienna, bien que je soupçonne que son affection soit directement liée à ta liquidité, qui est actuellement nulle. Ryan la fixa. Il chercha la femme qui lui massait le dos quand il avait mal à la tête. Il chercha la femme qui cuisinait du ragoût de bœuf et écoutait les insultes de sa mère avec un sourire. Elle était partie. À sa place se trouvait une titan de l'industrie qui le regardait comme s'il était un mauvais rapport trimestriel. Je ne signerai pas, dit Ryan, essayant de convoquer l'arrogance que sa mère lui avait inculquée. Maman saura quoi faire. Nous prendrons un avocat. Nous prendrons la moitié de cette entreprise. Relis le contrat de mariage, Ryan, dit Charlie en tournant son attention vers son écran d'ordinateur. Tu peux essayer de te battre contre moi, mais j'ai tout un département juridique à ma disposition, et j'ai des preuves d'adultère qui feraient rougir un juge. Si tu te bats, tu perdras les 20 000 $. Tu perdras tout, et je m'assurerai que les dates d'audience soient publiques, pour que tout Dallas sache exactement qui a payé pour ton style de vie. Elle tapa quelque chose sur son clavier. La réunion est levée, dit-elle sans lever les yeux. Ryan resta là un long moment. Il voulait crier. Il voulait jeter le porte-nom en cristal par la fenêtre. Mais l'atmosphère dans la pièce était trop lourde. Il sentit le poids écrasant de son pouvoir. Il se tourna et se dirigea vers la porte. Ses jambes semblaient lourdes. Alors qu'il sortait du bureau et retournait dans le couloir, les employés se dépêchaient toujours. Mais cette fois, l'homme qu'il avait salué plus tôt ne lui jeta même pas un regard. Ryan réalisa avec un sursaut que le respect n'avait pas été pour lui. C'était pour sa proximité avec Charlie. Il se dirigea seul vers l'ascenseur. Il n'était plus l'héritier de l'héritage Bishop. Il n'était pas un consultant stratégique. Il était juste un homme qui avait été renvoyé du meilleur travail qu'il aurait jamais. Les portes de l'ascenseur se refermèrent, coupant la vue de l'empire qu'il était trop stupide pour garder. La dévaluation de Ryan Bishop fut rapide, brutale et entièrement auto-infligée. Il s'avère que lorsqu'on retire la ligne de crédit fournie par une femme de génie, le charme des Bishop vaut moins qu'une paire de baskets d'occasion. 3 jours après notre réunion chez Novalink, Ryan n'était pas en train de préparer une défense juridique. Il se tenait dans l'arrière-boutique d'un magasin de dépôt-vente haut de gamme à Uptown, se disputant avec un vendeur qui semblait à peine sorti du lycée. C'est une Patek Philippe vintage, insista Ryan, sa voix se brisant d'un désespoir qu'il ne pouvait cacher. Ma femme. J'ai acheté ça pour 15 000 $ il y a 3 ans. Vous ne pouvez pas m'en offrir 4. Le marché est inondé, mon pote, dit le vendeur en mâchant un chewing-gum. Et il y a une rayure sur la lunette. À prendre ou à laisser. Ryan a pris. Il le devait. Il avait aussi vendu sa collection d'Air Jordan en édition limitée, celle qu'il exposait dans des vitrines comme de l'art pour une fraction de leur valeur sur une application de revente. Il avait besoin d'argent. Il avait besoin de maintenir l'illusion en vie pour 48 heures de plus, car c'était l'anniversaire de Sienna et le mensonge était la seule monnaie qui lui restait. Il n'avait pas dit la vérité à Hélène sur notre réunion. Il était rentré ce jour-là et lui avait dit que j'étais émotive et qu'il avait une stratégie en place pour geler mes actifs. Il lui avait dit de patienter. Hélène, désespérée de croire que son fils était le héros de cette histoire, l'avait cru. Elle est restée assise dans le Pentouse qui s'assombrissait, portant son manteau de fourrure parce que le thermostat avait été verrouillé à distance à 26 degrés Celsius, attendant une victoire qui n'allait jamais arriver. Sienna, cependant, était plus difficile à tromper. Les fissures dans leur idylle avaient commencé au moment où les dîners sur les toits ont cessé. Quand Ryan a suggéré une soirée tranquille à la maison avec une pizza à emporter au lieu du menu dégustation habituel au Ritz, Sienna l'avait regardé comme s'il avait suggéré de manger dans une benne à ordures. Mon anniversaire est samedi, lui avait rappelé Sienna, sa voix sèche. Tu m'as promis la pochette en python de chez Serafina, la vert émeraude. Tu l'auras, bébé, avait promis Ryan, en sueur. J'ai juste besoin de déplacer quelques fonds.
Mon comptable est lent. Il ferait mieux de se dépêcher, avait-elle dit. Je ne sors pas avec des hommes qui ont des problèmes de liquidité, Ryan. C'est pour les gens moches. L'après-midi de son anniversaire, Ryan entra dans la boutique Serafina. Il n'avait plus la carte noire. Il n'avait plus la carte d'entreprise. Il avait sa propre visa personnelle, une carte qu'il avait ouverte à l'université, la seule à son seul nom. Il apporta la pochette émeraude au comptoir. Le prix était de 3500 $. Il tendit sa carte, priant un Dieu auquel il n'avait pas parlé depuis des années. Refusé, dit la caissière. Ryan sentit le sang quitter son visage. Réessayez. J'ai appelé la banque. Elle dit l'émetteur bloqué, dit la caissière. Il sortit, les mains tremblantes, et appela le numéro au dos de la carte. Après 10 minutes de musique d'attente, un représentant lui annonça la nouvelle. La carte était techniquement à son nom, oui, mais Novalink Capital était le garant du compte. Lorsque la relation d'entreprise a pris fin, la garantie aussi. La ligne de crédit était fermée. Ryan se tenait sur le trottoir. La chaleur de l'après-midi texan pesait sur lui. Il fit défiler ses contacts. Il appela son frère de fraternité, Mike, un gars pour qui il avait payé des tournées une centaine de fois. « Salut, Mike, » dit Ryan, essayant de paraître décontracté. « Écoute, mec. Je suis dans une mauvaise passe. On m'a volé mon portefeuille. Peux-tu me dépanner de 5000 $ jusqu'à lundi ?» Il y eut une longue pause. « Ryan, » dit Mike, sa voix gênée. « Écoute, mec. J'ai entendu des trucs. Les gens parlent. Ils disent que Charlie t'a coupé les vivres. Ils disent que tu es radioactif en ce moment. Je ne peux pas m'impliquer. Désolé, mon pote. » La ligne se coupa. Ryan réalisa alors que ses amis n'étaient pas ses amis. C'étaient les amis de Charlie. Ils aimaient les fêtes sur le bateau et les loges au stade, que je payais. Sans le financement, Ryan n'était qu'un gars avec une mauvaise cote de crédit et une habitude de tromperie. Il est allé dans un grand magasin du centre commercial. Il a dépensé l'argent de la vente de la montre pour un sac. C'était un joli sac, un cabas en cuir sobre d'un créateur de milieu de gamme. Il coûtait 400 $. Pour une personne normale, c'était un beau cadeau. Pour Sienna Cole, c'était un acte de guerre. Ils se sont rencontrés ce soir-là au bar sur le toit où leur liaison avait commencé. Ryan entra, tenant le sac cadeau, essayant de projeter de la confiance. Sienna attendait à une table, l'air superbe et impatiente. « Joyeux anniversaire, ma belle », dit Ryan, posant le sac sur la table. Sienna ne sourit pas. Elle arracha le papier de soie. Elle sortit le cabas en cuir. Elle le tint par une seule anse, le balançant comme un rat mort. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle. « C'est un cabas, » dit Ryan. « Pour ton travail ? J'ai pensé que c'était pratique. » « Pratique ? » Sienna rit. Un rire froid et dur qui attira l'attention de la table voisine. « J'ai demandé une pochette en python de 3000 $ de chez Serafina. Tu m'as apporté quelque chose que je pourrais acheter à l'aéroport. » « Sienna, s'il te plaît, » siffla Ryan en se penchant. « L'argent est un peu juste en ce moment, juste pour quelques semaines. Une fois que le divorce sera réglé. » « Le divorce ?» interrompit Sienna, sa voix s'élevant. « J'ai vu les nouvelles, Ryan. J'ai des amis dans la finance. Ils disent que Charlie possède tout. Ils disent que tu es fauché. Ils disent que tu as vécu de son allocation comme un adolescent. » « C'est un mensonge, » protesta Ryan. Mais sa voix manquait de conviction. « Ah oui ?» Sienna se leva. Elle laissa tomber le sac par terre. « Ma femme de ménage a de plus beaux sacs que ça, Ryan. Je n'ai pas signé pour ça. Je n'ai pas signé pour être l'infirmière d'un perdant fauché. Je t'aime, » plaida Ryan, se raccrochant aux branches. « Ça n'a pas d'importance ? » L'amour, ricana Sienna. « Tu es un parasite, Ryan. Tu as vécu aux dépens de ta femme, et maintenant qu'elle t'a coupé les vivres, tu n'es rien. Je ne vais pas dégrader mon style de vie pour toi. J'ai des options. » Elle se tourna et fit un signe à quelqu'un de l'autre côté du bar. Un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux argentés et portant un costume qui coûtait plus cher que toute la garde-robe de Ryan, se leva d'une loge VIP.
Il brandit un jeu de clés avec le logo Bentley immistakable. « Joyeux anniversaire, Sienna !» cria le vieil homme. Sienna enjamba le sac à $400 et se dirigea vers les clés de la Bentley. Elle ne se retourna pas. Ryan resta là, figé. Autour de lui, des téléphones se levèrent. Le flash des appareils photo crépita. Il pouvait entendre les ricanements. Quelqu'un près du bar murmura assez fort pour qu'il entende, « Le gosse de riche est fauché. » La maîtresse a fait une mise à niveau. La vidéo fut en ligne en moins d'1 heure. Elle circula dans le milieu mondain de Dallas comme un virus. Elle atteignit le téléphone d'Hélène Bishop alors qu'elle était assise dans le salon sombre du Penthouse. Elle a regardé le clip. Elle a vu son fils debout, humilié, tenant un sac bon marché pendant que sa maîtresse partait avec un milliardaire. Elle a lu les commentaires. La famille Bishop est une blague. Il dépensait l'argent de sa femme tout le temps. Imaginez être aussi arrogant et avoir $0 à son nom. Team Charlie à fond. Hélène laissa tomber le téléphone sur le canapé. La honte était un poids physique plus lourd que la chaleur dans la pièce. Son récit, l'histoire de la riche et prestigieuse famille Bishop, avait été démasquée comme une fraude. Elle n'était pas la reine de la société. Elle était la mère d'une sangsue. La porte d'entrée s'ouvrit. Ryan entra. Il ressemblait à un fantôme. Sa chemise était trempée de sueur. Il était les mains vides. Il entra dans le salon. Il n'alluma pas les lumières parce qu'il n'y avait pas de lumière à allumer. Le courant avait été coupé 20 minutes plus tôt. La seule illumination venait du clair de lune qui filtrait par les baies vitrées. Les fenêtres qui m'appartenaient. Ryan, dit Hélène, sa voix creuse. Elle m'a quitté, maman, murmura Ryan. Sienna m'a quitté. J'ai vu, dit Hélène. Tout le monde a vu. Ryan s'effondra sur le canapé à côté d'elle. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Le silence était absolu. Il n'y avait pas le bourdonnement du réfrigérateur, pas le ronronnement de la cave à vin, pas le grésillement de la télévision. Juste le silence de 2 personnes qui avaient tout pris pour acquis et qui se retrouvaient maintenant avec exactement ce qu'elles avaient mérité. Il fait sombre, dit Ryan, énonçant l'évidence. Oui, répondit Hélène, regardant le profil de son fils dans l'ombre. Il fait très sombre. Elle voulait me blâmer. Elle voulait crier que j'étais une sorcière, un démon, mais les mots moururent dans sa gorge. Car assise là, dans la chaleur étouffante, dépouillée de ses cartes de crédit, de son adhésion au club et de sa fierté, Hélène Bishop réalisa enfin la vérité. Je ne leur avais pas fait ça. J'avais simplement cessé de les empêcher de se le faire à eux-mêmes. Nous n'avons personne à blâmer, murmura Hélène, l'aveu ayant un goût de cendre dans sa bouche. Personne d'autre que nous-mêmes. Ryan ne répondit pas. Il se contenta de mettre sa tête dans ses mains et de pleurer, le son de ses sanglots résonnant dans l'obscurité vide et impayée. J'ai envoyé le SMS à 8 heures du matin. Il était bref, dépourvu d'émojis et portait le poids d'une convocation. Chez Private Client Branch. Salle de conférence 2B. 14 heures. Apportez vos pièces d'identité. Ne soyez pas en retard. Je suis arrivé 15 minutes en avance. Je voulais être assise au bout de la table, flanquée de mon avocat, David Sterling, et du directeur de l'agence, avant qu'il n'arrive. La pièce était insonorisée, encadrée de verres dépolis et sentait légèrement le polish au citron et la peur. Quand la porte s'est ouverte à 14 heures, Ryan et Hélène sont entrés. La transformation était saisissante. Il y a à peine une semaine, ils seraient entrés dans une pièce comme celle-ci comme s'ils possédaient l'immeuble, se plaignant de la température ou de la qualité du café. Aujourd'hui, ils sont entrés comme des accusés s'approchant de la barre. Ryan portait un costume, mais c'était un que je n'avais pas vu depuis des années, probablement sorti du fond du placard parce que son pressing était toujours retenu en otage. Hélène paraissait plus petite. Sans l'armure de ses rendez-vous chez le coiffeur et de ses manucures, l'âge qu'elle avait dépensé tant d'argent à cacher se montrait enfin. « Asseyez-vous, dit David. » Il ne leur a pas tendu la main. Ils se sont assis. Les fauteuils en cuir ont grincé dans le silence. « Nous sommes ici pour discuter des termes de la dissolution du mariage entre Madame Mitchell et Monsieur Bishop, commença David en ouvrant un épais classeur. Et pour aborder les importantes irrégularités financières impliquant les comptes de crédit supplémentaires. Hélène se raidit. Irrégularité ? Je vous ai dit que c'était un malentendu. Mon fils a simplement
Madame Bishop, la coupe à David, sa voix douce et dangereuse. Nous avons dépassé le stade des histoires. Nous avons les données. Nous avons les reçus. Nous avons la surveillance vidéo. Il fit glisser 2 feuilles de papier sur la table. Madame Mitchell est prête à vous offrir 2 options aujourd'hui, dit David. L'option A est la rupture nette. Vous signez tous les 2 les papiers du divorce immédiatement. Vous acceptez de quitter le Penthouse. En échange, Madame Mitchell réglera le solde impayé au country club pour éviter un procès contre vous personnellement, et elle acceptera de ne pas porter plainte au pénal pour l'utilisation non autorisée de fonds d'entreprise pour l'achat de cadeaux pour Madame Sienna Cole. Ryan tressaillit à ce nom. L'option B, poursuivit David, son ton se durcissant, est la politique de la terre brûlée. Si vous refusez de signer aujourd'hui, nous procéderons à un audit judiciaire. Nous engagerons des poursuites civiles pour fraude et détournement de fonds. Nous informerons l'IRS des cadeaux que vous avez reçus et qui n'ont jamais été déclarés comme revenus. Et nous rendrons publique l'intégralité du rapport d'enquête pendant la procédure de divorce. Cela signifie que la presse aura tout. Chaque reçu d'hôtel, chaque SMS, chaque détail embarrassant. La pièce devint silencieuse. Je regardais Ryan. Il fixait la table, ses mains serrant ses genoux. Hélène, cependant, ne put s'en empêcher. Elle laissa échapper un ricanement, un vestige de son ancienne arrogance. « Tu ferais vraiment ça ?» demanda-t-elle en me regardant avec des yeux humides et en colère. « Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai accueilli dans cette famille, Charlotte. J'ai appris à Ryan à être un gentleman. Je l'ai élevé pour être un homme de statut, et maintenant tu veux nous traiter comme des criminels à cause de quelques reçus. Une femme est censée soutenir les erreurs de son mari, pas le détruire. » Le directeur de l'agence baissa les yeux sur ses chaussures, embarrassé. David ajusta ses lunettes, clairement abasourdi par son manque de conscience de soi. « Vous lui avez appris à être un gentleman ?» demandai-je doucement. « Oui » insista Hélène, sa voix s'élevant. « C'est un bishop. Il a de l'éducation. Il a de la classe. Tu devrais être reconnaissante qu'il t'ait choisi. Arrête, maman. » La voix était basse, mais elle a tranché la tirade d'Hélène comme un couteau. Ryan leva les yeux. Ses yeux étaient cerclés de rouge. Pour la première fois en 5 ans, il ne cherchait pas l'approbation de sa mère. Il me regardait avec une clarté terrifiante. « Arrête de parler » lui dit Ryan. « Arrête de mentir. » Ryan, haleta Hélène. « Je te défends. »« Non, tu ne le fais pas » dit Ryan, sa voix gagnant en force. Tu défends un fantasme. Regarde-nous. Regarde où nous en sommes. Il se tourna vers l'avocat, puis vers le directeur de la banque, et enfin il croisa mon regard. C'est vrai, dit Ryan. Tout. Chaque dollar que j'ai dépensé ces 5 dernières années était l'argent de Charlie. Les voitures, les voyages, les dîners. Ryan, ne dis pas ça, siffla Hélène. Je vais le dire, cria Ryan en frappant la table de sa main. Je t'ai trompé, Charlie. Je t'ai trompé avec Sienna, et j'ai utilisé ton argent pour le faire. Il prit une inspiration tremblante, pointant un doigt tremblant vers sa mère. Et elle le savait, avoua Ryan. Elle le savait depuis le début. Elle a fait du shopping avec nous. Elle a aidé Sienna à choisir des robes. Elle m'a dit que c'était normal parce que tu n'étais que le compte en banque. Elle a dit, tu n'as pas besoin de savoir tant que les factures sont payées. Je sentis mes mains se crisper en poing sous la table. Je le savais, bien sûr, l'enquêteur me l'avait dit, mais l'entendre le dire à voix haute, l'entendre admettre qu'ils avaient discuté de mon utilité en tant qu'instrument financier pendant que j'étais au travail à gagner l'argent qu'ils dépensaient, a envoyé une nouvelle vague de rage froide dans mes veines. Je t'ai supplié d'être honnête, dis-je, ma voix stable mais tendue. Pendant des années, je t'ai demandé ce qui n'allait pas. Je t'ai demandé pourquoi tu étais distant. Tu aurais pu me le dire à ce moment-là. J'étais un lâche, murmura Ryan. Et j'étais avide. Je ne voulais pas que l'argent s'arrête. Eh bien, dis-je en me penchant en arrière. Il s'est arrêté. David se racla la gorge. Compte tenu de l'aveu de culpabilité, je crois que nous sommes prêts à passer aux termes finaux. Il sortit un 3e document. C'était celui que j'avais ajouté la nuit dernière après avoir vu la vidéo de Ryan se faisant humilier au bar. Ce n'était pas de la pitié, c'était de l'efficacité.
J'avais besoin qu'ils sortent de ma maison pour pouvoir respirer à nouveau. Il y a un amendement à l'option A, dit David. Madame Mitchell est consciente que vous n'avez actuellement aucune liquidité et nulle part où aller. Hélène leva les yeux, une lueur d'espoir dans ses yeux. Madame Mitchell a acheté un bail pour un appartement de 2 chambres à Mesquite, dit David. Mesquite, répéta Hélène, son visage se plissant de dégoût. Mesquite était une banlieue ouvrière, à 40 minutes et une tranche d'imposition de la vie qu'elle connaissait. C'est un bail prépayé de 6 mois, expliqua David. C'est petit, mais c'est propre. Ça vous donnera le temps de trouver un emploi et de vous remettre sur pied. Les charges sont payées pour le premier mois. Après ça, elles sont à votre charge. Je ne vivrai pas à Mesquite, s'écria Hélène. Je suis Hélène Bishop. C'est une insulte. C'est de la charité. C'est un canot de sauvetage, dis-je. Et il vient avec une condition. Je regardai Ryan. Vous avez 7 jours pour quitter le Penthouse, dis-je. Pas 37. Vous ne prenez que vos effets personnels. Pas de meubles, pas d'art, pas d'électronique achetée avec la carte d'entreprise. Juste vos vêtements et vos effets personnels. Si vous n'êtes pas parti vendredi prochain à midi, les serrures changent et vos affaires finissent sur le trottoir. Et vous signez les papiers du divorce maintenant. 7 jours, demanda Ryan. C'est impossible. Tu as réussi à dépenser $10 000 en un après-midi, dis-je. Je suis sûr que tu peux réussir à faire une valise en une semaine. Hélène se leva, son visage violet de rage. Je refuse. Je ne signerai pas. Nous nous battrons. Nous vous poursuivrons pour détresse émotionnelle. Maman, assieds-toi, dit Ryan. Non, Ryan, nous n'acceptons pas cet accord. Ce sont des miettes. Elle nous doit plus que ça. Ryan se leva. Il se tourna vers sa mère et attrapa ses épaules. Elle ne nous doit rien, cria Ryan, sa voix se brisant. Regarde-moi. Je n'ai pas d'argent. Mes amis ne prennent pas mes appels. Sienna m'a largué pour un type avec une Bentley. Nous n'avons rien, maman. Si nous ne signons pas ça, nous sommes sans abri. Tu comprends? Sans abri. Hélène le fixa, stupéfaite et réduite au silence. Elle regarda le fils qu'elle avait gâté, l'homme qu'elle avait modelé en indépendant impuissant, et elle vit enfin l'épave. Ryan se retourna vers moi. Il avait l'air vaincu, brisé. Si je signe, demanda Ryan doucement, tu paieras la dette du country club pour que je ne sois pas poursuivi. Oui, dis-je. Et l'appartement est payé pour 6 mois. Oui. Et tu ne parleras pas à la presse de la fraude? Tant que tu ne prononceras jamais mon nom à un journaliste, dis-je. Ryan hocha la tête. Il attrapa le stylo. Ryan, non, gémit Hélène, mais son combat était terminé. Ryan signa le décret de divorce. Le grattement du stylo sur le papier était le seul son dans la pièce. Il signa l'accord de non-divulgation. Il signa l'accord pour quitter les lieux. Il poussa les papiers vers Hélène. Signe, maman, dit-il. Ou tu peux dormir sur un banc public. D'une main tremblante, Hélène Bishop prit le stylo. Elle signa son nom, abandonnant ses illusions de grandeur d'un trait d'encre. David récupéra immédiatement les papiers, vérifiant les signatures. Il me fit un signe de tête. C'est fait, dit-il. Je me suis levé. Je n'ai pas dit au revoir. Je ne leur ai pas souhaité bonne chance. Il n'y avait plus rien à dire. 7 jours, dis-je en regardant l'horloge sur le mur. L'horloge tourne. Je suis sorti de la salle de conférence, les laissant assis dans la boîte de verre. 2 personnes qui avaient échangé l'amour contre le style de vie et avaient perdu les deux. En sortant sous le soleil éclatant de l'après-midi, je me sentis plus légère. Le Penthouse n'était plus la résidence Bishop. Dans 7 jours, ce serait juste ma maison. Le 7e jour arriva non pas avec un fracas, mais avec le bruit creux et traînant de cartons glissant sur le marbre. Le couloir du Penthouse, habituellement une galerie immaculée de minimalisme, ressemblait au quai de chargement d'un entrepôt. Des boîtes en carton étaient empilées en tours précaires. Du papier bulle jonchait le sol comme une peau morte. Les déménageurs, une équipe de 3 hommes stoïques engagés par les services d'entreprise de Novalinc, se tenaient près de l'ascenseur de service, attendant l'ordre final de vider les lieux.
Je me tenais près de la porte d'entrée, un presse-papier à la main. Je ne portais pas de tailleur aujourd'hui. Je portais un jean et un t-shirt blanc, une tenue qui signalait que je n'étais pas là pour négocier. J'étais là pour superviser une expulsion. Hélène était dans le salon, serrant un grand vase en porcelaine bleue contre sa poitrine comme s'il contenait les cendres de ses ancêtres. « Tu ne peux pas me faire laisser ça, plaida-t-elle, la voix tremblante. C'est un héritage familial. Il unifie toute la pièce. Il fait partie de l'héritage Bishop. » Je levai les yeux de mon presse-papier. « Hélène, j'ai acheté ce vase chez Neiman Marcus en 2019. Il a coûté $400. Ce n'est pas un héritage. C'est de la décoration. Et l'appartement à Mesquite fait 75 mètres carrés. Si tu prends ce vase, tu n'auras nulle part où mettre ta télévision. » Hélène regarda le vase, puis moi. Sa prise se desserra. Le mensonge de l'héritage mourut face à la réalité des mètres carrés. Elle le posa sur la table avec un bruit lourd. « Bien, murmura-t-elle. Laisse-le. Qu'il pourrisse ici. » « Il ne pourrira pas, dis-je calmement. Je donne toute la décoration à une vente aux enchères caritatives la semaine prochaine. Ryan est passé à côté de nous. Il portait 2 lourdes valises, luttant sous le poids. Il ne demandait pas l'aide des déménageurs. Il ne vérifiait pas son téléphone. Il transpirait, ses cheveux en désordre, son t-shirt de marque taché de poussière. L'arrogance qu'il avait définie pendant 5 ans s'était évaporée, laissant derrière elle juste un homme fatigué dans la trentaine qui avait réalisé trop tard qu'il n'était pas le protagoniste de sa propre vie. Il posa les sacs près de la porte et s'essuya le front. Il me regarda. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, seulement une honte profonde et épuisée. « C'est la dernière chose, dit Ryan. Le placard est vide. J'ai laissé la boîte à montres. Je sais que c'est toi qui l'as acheté. »« Merci, dis-je. » Il hésita, sa main s'attardant sur la poignée de sa valise. « Charlie, je sais que les mots ne signifient rien pour toi en ce moment. Ils ne le devraient pas. Mais je suis désolé. Pas parce que je me suis fait prendre, mais parce que je n'ai pas apprécié le fait que tu étais la seule chose réelle dans ma vie. J'ai vraiment tout gâché. Il n'a pas demandé une seconde chance. Il n'a pas demandé d'argent. Il a simplement énoncé le fait et l'a laissé flotter dans l'air. « Au revoir, Ryan, ai-je dit. » Il hocha la tête, acceptant le renvoi. Il prit ses sacs et se dirigea vers l'ascenseur. Hélène s'attarda. Elle regarda une dernière fois le Penthouse. Elle regarda la vue sur l'horizon de Dallas, la vue qu'elle avait revendiquée comme sienne pendant si longtemps. Elle regarda la cuisine où elle avait critiqué ma cuisine. Elle regarda l'endroit sur le sol où elle s'était tenue il y a à peine une semaine, exigeant que je récupère son pressing. Elle avait l'air vieille. La hargne qui l'alimentait s'était éteinte, laissant une coquille fragile. « Tenez, dis-je, lui tendant une épaisse enveloppe en manille. Elle la regarda avec méfiance. « Qu'est-ce que c'est ? Encore des papiers légaux ? C'est le bail de l'appartement à Mesquite, dis-je. Les clés sont à l'intérieur. J'ai aussi inclus des cartes cadeaux pour l'épicerie locale. C'est assez pour un mois de nourriture. De la nourriture saine, Hélène. Pas du champagne. » Je fis une pause, puis je tapotai l'enveloppe. Il y a aussi une liste là-dedans. J'ai passé quelques appels. La bibliothèque locale cherche un assistant à temps partiel. Et la jardinerie a besoin d'aide le week-end. Ce sont des emplois simples, peu stressants. Ils paient le salaire minimum, mais ça vous occupera. Hélène prit l'enveloppe. Ses mains tremblaient. Elle me regarda avec une confusion sincère. Après les insultes qu'elle avait proférées, après le vol, après la trahison, elle s'attendait à ce que je l'écrase. Elle s'attendait à ce que je la laisse à la rue. « Pourquoi ? » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Pourquoi nous donnes-tu encore ça, après ce que je t'ai dit, après ce que nous avons fait ?» Je la regardai dans les yeux. Je ne ressentais pas de haine. Je ne ressentais pas d'amour. Je ressentais une pitié distante et froide. « Parce que je ne suis pas vous, Hélène, ai-je répondu. Je n'ai pas besoin de vous ruiner pour être libre de vous. Ma victoire n'est pas votre souffrance. Ma victoire, c'est ma paix. » Elle me fixa un long moment. Puis elle hocha la tête. C'était un petit mouvement saccadé.
Elle se tourna et se dirigea vers l'ascenseur où Ryan tenait la porte. Ils sont entrés. Les déménageurs ont chargé la dernière boîte. Hélène et Ryan se tenaient côte à côte dans la boîte en métal, entourés des débris en carton de leurs anciennes vies. Ryan regardait ses pieds. Hélène me regardait, serrant l'enveloppe de bons d'épicerie comme une bouée de sauvetage. Les portes argentées se refermèrent. L'espace se rétrécit, coupant la vue de leur visage, jusqu'à ce qu'il y ait un doudigne, et qu'ils soient partis. Le Pentouz était silencieux. Ce n'était pas le silence lourd et étouffant d'un mauvais mariage. C'était un nouveau silence. C'était propre. C'était spacieux. Je me suis retourné et je suis retourné dans le salon. L'air sentait différemment. L'odeur écœurante du lourd parfum floral d'Hélène s'estompait, remplacée par l'odeur neutre et vive de la climatisation. Je suis allé à la cuisine. J'ai passé ma main le long de l'îlot en marbre frais. C'était ma scène maintenant. Personne ne critiquerait plus ma cuisine ici. Personne ne traiterait plus le personnel avec mépris ici. Mes yeux se sont posés sur le plateau en argent près de l'entrée. Il était vide à l'exception d'un objet. C'était la dernière carte de crédit supplémentaire. Celle se terminant par 0,98. La banque l'avait renvoyée après la fermeture du compte. Une formalité du processus d'annulation. Je l'ai prise. Le plastique noir était froid et lisse. Pendant des années, ce rectangle avait été la laisse qui les liait à moi et moi à eux. C'était le symbole de ma complaisance et de leur sentiment de droit. Je suis allé au tiroir de service et j'ai sorti une paire de cisailles en acier robuste. J'ai tenu la carte au-dessus de la poubelle en acier inoxydable. Le soleil de l'après-midi a frappé la puce, la faisant scintiller. Ils m'ont traité comme une ligne de crédit ambulante, dis-je à voix haute, ma voix résonnant légèrement dans la pièce vide. Ils ont oublié que j'étais aussi celle qui décide de la fermeture du compte. J'ai serré la poignée. Clac. Le son était sec et définitif. La carte s'est fendue parfaitement en deux. J'ai laissé tomber les deux moitiés. Elles ont heurté le fond du bac en métal vide avec un léger et dernier cliquetis. J'ai posé les ciseaux. Je me suis dirigé vers la baie vitrée et j'ai regardé Dallas. La ville s'étendait en contrebas. Une grille de possibilités infinies. J'ai pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons de l'air frais de ma propre maison. Mon nom était sur l'acte de propriété. Mon argent était à la banque. Et ma vie était enfin, vraiment, la mienne. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. J'adorerais savoir d'où vous écoutez. Alors, s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous en partageant votre emplacement et vos réflexions sur la vengeance de Charlie. Si vous avez apprécié cette histoire, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Histoire de famille brisée. Aimez cette vidéo et appuyez sur le bouton j'aime pour aider cette histoire à atteindre encore plus de personnes.